Bonjour à tous et bienvenue sur Fight Minds pour le game plan. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement avec Brian, mais je suis aussi avec Aldric. J'espère que tout le monde va bien. On va parler du gros combat qu'il y a entre Marian Zhuhovsky et Saladin Parnasse pour la ceinture lightweight. Donc si Saladin gagne, il est double champion au KSW. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc juste pour mettre du contexte, on a un Saladin Parnasse qui a un palmarès de 17 victoires pour une défaite. On a un Marianne qui a un palmarès de 25 victoires pour 8 défaites et une égalité. Et récemment, c'est assez similaire leur palmarès. Depuis sa défaite contre Daniel Torres, qui était assez particulière. Saladin Parnasse avait pris un coup de biceps qu'il avait envoyé au tapis. Il est sur 4 victoires d'affilée, dont une victoire en lightweight pour la ceinture intérim, parce qu'il n'avait pas pu avoir son combat contre Marianne. Marianne, de son côté, depuis sa défaite contre Gamrot, il est également sur 4 victoires d'affilée et 4 fois pour le titre, puisque après sa défaite contre Gamrot, il a directement obtenu une nouvelle chance pour le titre vacant, puisque Gamrot avait signé à l'UFC. Il l'a gagné et puis il a fait 3 défenses de titre. Ce sera sa 4e tentative de défense de sa ceinture. On va commencer justement par celui qu'on connaît le moins. Et je vais te lancer toi, Brian, pour nous établir un petit profil, force et faiblesse de Marianne. Marian Dziokowski, donc son surnom Golden Boy, hein. Comme tu as dit sur son record, on va vraiment se focus sur ses forces et faiblesses. Alors, bon, je pense que ceux qui ont un petit peu suivi, c'est un striker. C'est plutôt un striker droitier. Qu'est-ce que j'avais noté? Très classique, très patient, une très bonne défense. Donc, au niveau responsabilité défensive, il va aller très peu à la bagarre, souvent désengagé. Ça, tu l'avais expliqué hein, dans ta très bonne vidéo sur les techniques. Mais effectivement, on a un gars qui se planque, qui construit, qui se cache et qui protège avec son jab. Donc, il utilise énormément son jab. Et quand il commence à avoir des ouvertures, il va envoyer son cross, donc le 2, qui est pour moi très dangereux, très puissant, très précis. Il a eu plusieurs finishes grâce à ça. Mais ouais, calculateur, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il respecte énormément la dangerosité d'un combat, donc Mhm. en responsable défensivement. Euh, c'est un boxeur, tu vois, vraiment boxeur MMA, donc distance relativement longue. euh, il utilise bien son allonge, donc il est grand hein, dans sa catégorie et apparemment il est très lourd aussi. Pour sa catégorie, on se rappelle, c'est dans les 70 kilos, lightweight. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il paraît bien supérieur physiquement à son adversaire. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il utilise très peu sa lutte, très peu son grappling. Donc le grappling, par exemple, s'il a une opportunité et que ça va au sol, ça va être du contrôle, du grand hand pound. On n'aura pas de travail de jiu-jitsu de type passage de garde, prendre la monte, prendre le dos, une évolution soit vers le haut, soit vers le bas, mais on aura uniquement l'utilisation d'opportunités. Donc un grand end-pan, le mec tourne son dos, il va le prendre et puis trouver un finish. Très peu d'utilisation de kick aussi. Voilà, rien de. Ouais, ça reste très propre. Même s'il fait si ça peut lui arriver de faire une technique un petit peu fancy, un petit peu différente, ça sera jamais dans des moments comme on peut le voir sur certains combats, quand le gars a plus de solution, il va faire un coup de pied retourné ou des trucs comme ça, quoi. Donc il va le faire, mais ça va être quand même assez safe en soi. Moi, Ouais. je le vois comme quelqu'un de très safe. Autre détail, comme tu l'as dit, ça va être son 5e combat en synchrone. Donc, il a une très bonne. Alors, est-ce qu'il a un très bon cardio? C'est toujours pareil, hein, ça dépend comment définit le cardio, mais en tout cas, il a une très bonne gestion de son énergie, ce qui lui permet d'avoir un très bon cardio et de faire tous ses rounds, quoi, sans aucun problème. Tu m'entends bien? Ouais. Ouais, Voilà. super. Voilà sur le profil général. Après, sur sa carrière, pour moi, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience à haut niveau. Enfin, au niveau européen en tout cas. Donc depuis le début, je crois que sa toute première défaite, c'était contre Max Koga
Alors pour les nouveaux, pour ceux qui suivent peu le MMA européen, ça dit rien, mais Max Koga, à l'époque, c'était le champion Respect FC. Je parle de ça il y a quelques années et ça reste un gros nom sur la scène européenne, même s'il a pas un record tout nickel, ça reste un gars très très sérieux. Et voilà, et puis après il a été au KSW, il y a eu beaucoup de combats avec des gars très expérimentés. Donc sa fiche, elle est pas nickel nickel, mais à 25-8, enfin franchement, ça reste. Voilà, c'est un gars qui a été à haut niveau, on est sur du gros gros profil. Hmm. Je pense que qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Je pense que j'ai à peu près tout mis pour le présenter. Mm. Sur son âge peut-être, 32 ans, mais je crois que ça va avoir très très peu d'impact sur la situation. J'ai trouvé, moi, en regardant ses combats, qu'il adaptait peu son jeu au profil des adversaires. Donc il reste sur ce qu'il sait faire de mieux. Ça, c'était un autre élément. Et, et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour pour vous présenter un petit peu le profil sur ce combattant. Donc un combattant qui reste très dangereux, qui n'est pas à prendre à la légère, et je pense qu'il n'est pas pris à la légère du tout par le camp Parnasse, et donc ça fait aussi très plaisir parce qu'on va avoir un combat de très haut niveau, clairement. Ouais, je vais rebondir sur plusieurs points que tu as dit. Premièrement, sur la partie physique, pour l'avoir croisé à deux KSW, il cut pas mal. Et clairement, le jour du combat, c'est un monstre. T'as pas l'impression du tout que c'est un lightweight. Il est vraiment grand et musculairement, il est imposant. Mm. Donc, je pense que ça se voit sur certaines phases de clinch. Il a un peu ce système Max Holloway où c'est très Ouais, difficile de le bloquer à la cage et il sort très très bien. tout à Donc fait, ça, c'est tout à fait. important. Je pense qu'on l'a tous noté. Ah, vas-y, tu veux rebondir sur quelque Ouais, chose? sur la phase de clinch, très imposant, mais aussi, je pense, très technique pour pouvoir désengager une fois qu'il est collé à la cage. Donc, il va aller chercher les contrôles de poignet, contrôle biceps, euh, être capable de mettre ses frames. Enfin, il a vraiment un très très bon système, désengagé sur les latéraux pour pouvoir s'échapper sans prendre aucun risque. Donc, au-delà de sa force, c'est vrai que c'est un gros avantage. Il est, pour moi, très technique, quoi. C'est clair. Et pour rester dans ce domaine un peu clinch, grappling, vu sa taille, je vais le comparer peut-être à Cyril Gane pour faire un lien avec quelqu'un qu'on connaît très bien. C'est difficile de shoot en lutte sur lui parce qu'il impose cette longue distance. Et donc, si tu veux partir en lutte sur lui, tu dois partir de très loin, ce qui lui donne un très bon temps de réaction. Et c'est ça qui avait bien fonctionné pour Gamrot, c'est que Gamrot est très fort pour shooter très très bas. Il aime bien les low Mmh. singles. Et le peu de fois où Gamrot a réussi à shoot dessus et à capitaliser sur une action en grappling, c'est a priori en partant de cette low single. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté pendant que tu parlais? Ouais, donc il est très simpliste, mais comme tu le dis, de temps en temps, il part sur des trucs un peu plus folkloriques, mais ça reste contrôlé ou safe, notamment les genoux Mmh. sautés et les flying front switch, des armes de très grand. Et j'ai l'impression qu'il les utilise quand il a l'impression que le round est très serré et qu'il veut marquer les esprits pour s'assurer de prendre le round. Ça, c'est quelque chose, il est très fort selon moi, c'est être capable de prendre un round qui est compétitif. Défensivement, tu dis qu'il désengage beaucoup, c'est vrai, et il désengage beaucoup avec le bras avant tendu. Ça, c'est un réflexe défensif qu'il a, Ouais, qu'on a beaucoup vu chez Alex Pereira, par exemple. Et donc, je pense que sur l'aspect game plan technique, il y a des choses peut-être à mmh, faire mmh mh. là-dessus. Et alors, finalement, très important, il a un bon jab, mais j'ai pas trouvé beaucoup de combats en garde ouverte pour lui. Exactement, tout à Euh, fait. et Bah, ce le sera très important parce que Saladin est gaucher. Et le peu de moments où Gamrot switch en gaucher, mon impression, c'est que Marianne est moins à l'aise ou moins performant, moins efficace en garde mmh ouverte. et je crois qu'il y a un combat, parce que j'en ai regardé des combats où il est contre un gaucher, il se fait mettre KO fois, donc Ben voilà. il y a quelques années, il se prend une bonne gauche dans le bide et ça le plie en 2, quoi. Ah ben voilà. J'avais pas vu ce combat, mais donc c'est intéressant de le voir. Alors, Aldric, après 10 minutes de podcast, on va enfin t'entendre. Tout d'abord, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la partie Marianne? Euh, Fais-le si oui. Et puis, tu peux nous faire un petit profil de Saladin Parnasse pour, comme ça, l'auditeur qui nous écoute
à un profil général des deux athlètes qui combattront ce samedi? Ouais, très rapidement, la seule chose que je trouve à rajouter, c'est son win finish. Attention, 76% de win finish, c'est quand même un gars qui termine. Mm. Pour moi, Gamrot, il est pas passé loin, hein. Si le coup de genou sauté, il touche, Gamrot, c'est terminé. On parle vraiment d'une affaire de quelques centimètres. Euh, le poids, ben, je voudrais imager pour les gens qui nous entendent. Moi, je peux spéculer qu'il fait plus de 82 kilos le jour du combat, donc ça va avoir, je pense, une importance certaine, puisque des mots de Hatch lui-même, Saladin serait aux alentours des 74, 75 kilos. Mhm. Donc il y aura, alors il y aura pas la même différence que pour ça pour Nassourdine, mais il y a quand même une différence de poids qui va peut-être potentiellement aller jusqu'à 7-8 kilos et ça peut, je pense, avoir son avantage, mais pas qu'en lutte, parce que comme tu l'as très bien dit, Brian, il est dur à lutter, il est dur à clincher, il désengage beaucoup, il désengage bien surtout. Et, et pour revenir à Saladin, qui a maintenant tendance à beaucoup mixer, à se servir de sa lutte pour fatiguer ses adversaires et pour réaccélérer debout, la tâche va être, à mon avis, très difficile. Parce que c'est dur de lui mettre la main dessus, il contre bien. Si tu te jettes, il sanctionne. Et en plus, il y aura un lambda de poids qui va être très important, ce delta. Donc, ouais, une tâche très très difficile. Pour revenir à Saladin, donc moi je trouve que depuis Torres et le petit rush qu'il a voulu faire peut-être de façon trop prématurée. Parce que c'est vrai que le chaos, c'est un coup de biceps, mais c'est surtout dû au fait qu'il a voulu peut-être aller à la bagarre un petit peu tôt, euh, même s'il était largement supérieur. Torres, c'était important parce que c'était son premier vrai test avec un mec qui était en dessous du top 50. Je crois qu'il était dans la 40e place des 66 kilos, Torres, au moment où ils s'affrontent. Donc peut-être que ça a voulu un petit peu, il a voulu prouver peut-être trop de choses tout de suite. Et le fait de rusher un peu trop vite, il y a eu une sanction. Bon, on a bien vu à la revanche qu'il était au-dessus et qu'il avait largement euh, le niveau pour battre ce genre d'adversaire et pour entrer. On sait aujourd'hui, la constante de Saladin, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il a le niveau pour aller à l'UFC. Puisque quand tu te situes aux alentours de la 40e place de ta KT, très objectivement, en général, les 40 premiers, ils sont, sauf erreur, contrôle antidopage qui aurait pu avoir lieu dans les années précédentes ou problème plus récurrent de management. En général, tu as ta place à l'UFC dans ce classement-là. La question maintenant, elle est de savoir si il peut faire la même chose à 70 et si il a sa place plus bas dans le classement. Et je pense que ce combat va être riche d'indications parce que là, on est clairement sur un combat que tu dois préparer, un combat où il faut être patient et un combat où c'est vraiment le talent qui va parler et la préparation parce que moi je suis très très hypé par le combat parce qu'il est dur à aller chercher. Gamrot a Mhm. beaucoup galéré, alors que tu regardes le combat, le premier round, il est clairement indécis. Je sais pas ce que tu en as pensé, Chris, mais moi je le trouve clairement indécis le premier round contre Gamrot. Même le deuxième. Moi, le 1-2, c'est très difficile à scorer. Je suis allé voir les scores officiels, j'étais assez surpris. J'ai vu deux juges qui donnaient 50-45 et un juge qui donne 49-46 en donnant le deuxième à Marianne. Moi, je pense qu'il y a carrément un argument pour 48-47, hein. Gamrot s'impose, je pense que la question se pose pas. Mais si tu fais mal ton travail et que tu regardes juste le score en disant ah bah 50-45, il s'est fait rouler dessus par Gamrot, c'est pas la réalité. Ça reflète pas le combat qui a été vraiment compétitif, même quasi dans la totalité des rounds, parce que Gamrot sur ses phases de lutte, c'est pas qu'il y a beaucoup de dégâts, c'est pas qu'il y a une soumission qui passe à sa près. Il y a des jabs de Marianne qui font énormément de dégâts sur les deux premiers rounds. Donc ouais, c'était bien plus compétitif que ce qu'on peut penser si on voit pas le combat. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis en plus, il y a eu ce fameux coup de genou sauté qui aurait pu définitivement changer l'issue du combat. Donc, ouais, clairement, moi, ce combat, je l'attends avec impatience. Je pense que ça va donner beaucoup de réponses. Euh, on en parlera au niveau prono. Moi, je me tends quand même à être très objectif parce on supporte quand même le, la scène française et le combattant français, mais à ne vraiment pas sous-estimer. Euh, et moi, je me pose énormément de questions quant à la tournure du combat. Moi, je pense vraiment qu'ils vont garder à peu près le même game plan qui lui réussit depuis trois quatre combats, parce que Saladin, c'est quelqu'un qui impose son style.
par son jab, par ses mouvements, par ses déplacements, par son rush vers l'avant incessant qui étouffe un peu les adversaires. Il lutte pour fatiguer, il lutte pour faire tomber et faire du ground and pound. Et je pense qu'ils vont adapter une terminologie de mouvement spécifique pour travailler sur ce jab qui est dangereux et pour travailler sur le cut cage, c'est-à-dire couper la cage quand il va désengager. Mais je pense que le game plan fondamental va rester le même. Il va essayer de le boxer et de le lutter. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je suis d'accord, ça va être intéressant parce qu'ils ont tous les deux ce besoin. Je sais pas si c'est le bon mot, besoin, mais en tout cas, dans tous leurs combats, ils prennent le contrôle de la direction, du rythme, et ça va être intéressant de voir comment ils vont chercher à l'imposer par rapport au profil qu'ils ont face à eux, qui est intéressant aussi sur cette différence de taille et d'allonge à l'avantage de Marianne versus la différence de vitesse qui sera à l'avantage de Saladin. Et je sais pas trop comment expliquer avec des bons mots parce que c'est clair dans ma tête, mais tu as un peu ce côté quand tu es plus grand, bah, tu sais mieux gérer cette distance, au même titre que quand tu es plus rapide, tu peux aussi mieux gérer cette distance en rentrant plus rapidement et en sortant plus rapidement. Mais face à quelqu'un de plus grand, tu as une plus longue zone de danger à laquelle tu peux te faire toucher sans pouvoir toucher ton adversaire en retour. Et ça va être intéressant de voir les stratagèmes que Saladin va pouvoir mettre en place pour contourner un peu cette légère différence d'allonge. Mais j'ai pas pour souvenir non plus d'avoir vu un Saladin qui était plus petit que son adversaire, ou en tout cas qui avait une moins bonne allonge que son adversaire, ce qui est totalement le cas ici. Brian, je reviens chez toi. Est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à ajouter sur le profil technique de Saladin? De Saladin, ouais, je pourrais dire, je pense que Saladin, c'est vraiment quelqu'un dans son profil qui est excellent partout. Quand on regarde ses combats, c'est assez impressionnant. Son dernier m'a vraiment impressionné, c'est-à-dire que il est excellent debout, il a une très très bonne gestion de la distance, très très bonne gestion défensive, bon retrait de buste. S'il se sent acculé, il va aller clincher. Donc c'est autant de compétences qui sont très très bonnes. Il est très explosif en lutte. Je le trouve de plus en plus technique. Donc avant, je trouvais qu'il compensait beaucoup son manque de technicité par de l'explosivité, par du scramble. Là, on l'a vu sur son dernier combat aller chercher une mise au sol en crochetant la jambe du frère, je me rappelle plus son nom, mais Sébastien Rajeski, Rajewski. ouais, Rajewski. Il le crochette et exploite juste le fait de soulever légèrement le pied, gérer le poids et faire tomber sans aucun effort. Pour moi, ça c'est une énorme évolution de placer ça en plus en combat. Donc il y a plein de petits éléments comme ça qui font que de manière générale, je le trouve très très bon et je pense que le, le, le fait qu'on le voit comme un des meilleurs prospects, euh, elle est complètement justifiée. À ça, je rajouterais quand même que donc c'est un gros avantage, hein, cette explosivité pour cette fougue de la jeunesse. Par contre, je pense que ça peut de temps en temps se retourner contre lui. Comme l'a dit Aldric, le biceps, alors peu importe hein, que ce soit un biceps, un poing, un coude, peu importe le moyen, c'est ce qui se passe à la fin, quoi. Il a été mis KO. Effectivement, je pense qu'il a surengagé, qu'il est descendu en ce qu'on appelle le roll under, mais sans aucune défense dans le roll under. Ça, c'est une petite erreur que font les combattants de MMA et beaucoup moins les boxeurs. Et je trouve qu'il glisse beaucoup dans ses combats. Mm. Euh, et il glisse beaucoup, il surengage parfois sa défense un peu trop. C'est-à-dire que s'il y a un coup, hop, il va, alors non, c'est pas, j'ai fait peut-être comme si c'était trop, mais cette fougue, j'ai l'impression que des fois, elle pourrait se retourner contre lui, dans le sens où il est hyper réactif, hyper explosif, et ce qui peut lui faire glisser, ce qui peut le faire pas commettre des erreurs, mais en tout cas, moi personnellement, je pense que c'est des choses qui peuvent être exploitables. Donc ça Mhm. va être un petit peu j'ai envie de dire sa limite. Pour moi, vu la progression qu'il a eue suite à sa défaite, la progression sur son dernier combat, c'est des limites qui, je pense, vont être vite comblées et j'en suis, entre guillemets, assez persuadé, déjà est en train de- d'être corrigé parce qu'il est extrêmement patient et il est capable de prendre ses rounds aussi.
Ouais, en fait, à un tel niveau, on parle quasi plus jamais de faiblesse, on parle plutôt d'habitudes qui sont exploitables. Donc, au même titre que Oui, quand c'est je exactement ça. parlais du bras tendu défensivement de Marianne, c'est pas une faiblesse, c'est un Non. système défensif. Mais quand ça devient un réflexe ou quelque chose que tu réciproques très souvent dans les mêmes Mm. situation, c'est quelque chose qui peut être exploitable pour ton adversaire. Au même titre que la réactivité défensive de Saladin, qui est excellentissime, Ouais. ça peut aussi lui poser problème du fait que bah, si tu feintes et qu'il réagit beaucoup trop vite, bah, à partir d'un moment, tu peux construire ton jeu à partir des C'est feintes. exactement ça. Voilà, Mm. en créant un genre de pattern. Donc maintenant, on va parler des odds, parce que Aldric avait un tout petit peu ouvert le sujet. Donc je ne sais pas si vous êtes allé les regarder. Moi, je les ai ici. Alors j'ai pris sur un site inhabituel pour moi qui s'appelle Best Fight Odds. Mm. On est à moins 200 pour Saladin Parnasse, qui est donc quand même bon favori dans ce combat, et plus 150 pour Marianne. Si on traduit ça en pourcentage, on est grosso modo à 60-40 à l'avantage du français, même un petit peu plus que 60. Donc on serait plutôt sur du 62-38. Je vais passer chez toi, je vais rester chez toi, Brienne, pour commencer. Est-ce que tu es d'accord avec ces odds? Oui, non. Et si tu devais les établir, à quel pourcentage te situerais-tu? Avant de regarder les odds, et après avoir regardé les combats, j'étais en train de me dire, est-ce que je donne 60-40 ou 65-35 en faveur de Saladin. Donc oui, je suis aligné. Oui, j'étais aligné. Euh, oui, je comprends tout à fait les odds parce que à première vue, c'est les odds que j'aurais donné. Euh, maintenant, on est là, je serais plutôt vraiment soit sur du 60-40. Ouais, là, je donnerais 60-40. Voire, si je voulais mettre un petit peu de Pouillem, 58, tu vois, 42, 59, tu vois. Faut juste, si je donne un 59-41, c'est juste pour dire que voilà, que ça reste risqué. C'est pas un combat facile en soi. Hmm. Alors avant de demander pourquoi plus précisément, je suis quand même intéressé d'avoir le pronostat de Aldric. Moi, je suis plus circonspect. Alors, le, le fait que je sois français influe. Je suis clairement à 100% pour Saladin et je souhaite de tout cœur qu'il gagne. Cela étant, si je me contente à une qualité d'analyste, moi, je serais sur du 55-45. Parce que le poids, le duel de jab, je demande à voir. Le fait que effectivement, de temps en temps, ça surengage un peu vers l'arrière et que notre ami polonais snipe très très bien avec son bras arrière, je trouve que c'est dangereux. Pareil, le bras tendu, moi j'aime bien ce qu'il fait, c'est du stop and go un peu, tu vois. Il y a pas Mhm. mal de mecs en anglais qui le font aussi, bon plutôt dans les catégories lourdes, mais il le snipe bien son bras arrière quand ça vient forcer sur la tentative de passer son bras avant. Et pour toutes ces raisons, et la raison principale étant le poids. C'est dur de prendre un mec qui fait 8 kilos de plus que toi dans une cage. Ouais, moi je serais à 55-45. Hmm. Moi, j'avoue, alors, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais si Saladin était droitier ou si Marianne était gaucher et qu'on était en garde fermée, je me rapprocherais davantage d'un 50-50 pour les raisons de poids, de taille et de gestion de combat. Alors pour moi, Saladin est plus complet, mais je ne le vois pas être capable de réellement imposer sa lutte parce que Saladin impose beaucoup sa lutte réactivement, surtout dans des séquences où son adversaire surengage. Et ici, enfin, Marianne n'est pas quelqu'un qui surengage par défaut, et je pense pas que face à Saladin, il va surengager en connaissant les risques que représente son enfin, le retrait du buste de Saladin avec les remises derrière. Donc, je pense que Marianne va rester très calculateur, et donc ça va être une structure debout. Et je pense que debout, j'aurais donné un 51-49 pour Saladin si c'était en garde fermée. Le fait que ce soit en garde ouverte, qu'on a très peu vu Marianne, que moi, le peu que j'ai vu de Marianne, c'était moins efficace en droitier. Et en plus d'entendre Brienne dire qu'il a vu un combat où Marianne se fait finaliser en garde ouverte, je vais plutôt me rapprocher du pronostat d'Aldric sur un 55-45. Parce que voilà, il y a l'expérience des deux côtés. Ils sont tous les deux bons pour prendre des rounds, je vais dire, sur le fil ou de manière assez compétitive. Ils n'ont pas besoin de réellement s'imposer pour s'assurer de prendre les rounds, et je ne serais pas surpris d'avoir une décision très très serrée au final. Donc maintenant, je reviens chez toi, Brian. C'est peut-être toi qui as enfin, c'est pas peut-être, c'est toi qui as la plus grosse différence dans le pourcentage.
Où est-ce que tu vois un réel avantage chez Saladin dans la dynamique que tu imagines? Alors, bah, je pense comme tu l'as dit, hein, que là déjà, en revenant sur l'histoire du combat, on a entre guillemets 2 inconnus. C'est pas réellement des inconnus, mais dans l'histoire du combat, on a deux points essentiels, ou trois, on pourrait dire. On a la question de la garde ouverte. Mhm. Donc, comment Marianne va être capable de pouvoir gérer une garde ouverte? Ça, on le sait que ça n'est pas un problème du tout pour Saladin, hein. C'est là-dedans qu'il travaille quasi tout le temps, et sur tous ses combats, il est régulièrement avec des adversaires droitiers, ce qui n'est pas le cas de chez Marianne. Donc là, c'est pour moi une inconnue. Mais je pense quand même que Marianne va être en grande difficulté vis-à-vis de ça. Mhm. On a dans l'histoire du combat cette différence de poids. Ça, c'est clairement, ça n'a rien à voir quand il y a 8 kilos de différence et quand bien même l'adversaire est beaucoup moins technique, ça l'est pas. Ça l'est, la différence. On a la longe aussi. On a une inconnue concernant Saladin. Comment il va gérer ce déficit d'allonge qu'il n'a pas habituellement. Mhm. Et enfin, pour moi, qui n'est pas une inconnue, dans l'histoire du combat, c'est la différence technique entre les deux. Je pense que Saladin est largement, il a un panel bien supérieur à Marianne en termes de technique, que ce soit en lutte, au sol et même debout, qui Mhm. va pouvoir utiliser ses jambes, ce que fait très peu Marianne. Et on a voilà, donc deux adversaires très défensifs. Donc, moi, ce qui me fait dire que Saladin sera en avantage, ça va être vraiment sur ce panel technique, sur sa capacité à pouvoir mixer et sur cette différence de niveau. Et vu la vitesse de Saladin, je ne vois pas Saladin, par exemple, s'imposer en lutte, mais je le vois par contre pouvoir, dans un scramble, prendre plus facilement le dos, par exemple. Mhm. Facilement le dos et s'installer. Et on le sait, dans les déficits de poids, euh, un plus léger, une fois qu'il est dans ton dos, c'est complexe. Mhm. C'est assez complexe. Je le vois un peu plus rapide, je le vois un peu mieux touché, je le vois marquer un peu plus facilement avec des kicks, par exemple, ce genre de situation. Mhm. Donc, et je pense aussi que il sera pas réellement à 74. Je pense qu'il sera quand même un petit peu plus lourd. Il a fait une vraie prise de masse pour monter est-ce que, 74. Une vraie prise de masse pour monter à 70 kilos. Enfin, pour combattre dans la catégorie des 70 kilos. Euh, m- enfin, c'était un gros featherweight. Je pense qu'il était, oui, 73, 74 pour combattre enfin, encore non, c'est pas gros, tu vois, 73, 74, 66. C'est normal, quoi. C'est Mhm. ça. Donc, vu la prise de masse, je pense qu'il sera un peu plus lourd. Donc, je pense qu'on sera peut-être pas sur 8 kilos, je pense qu'on sera sur 5. Mhm. Et je pense à partir de là que la seule chose qui me questionne, c'est surtout la longe. Effectivement, et puis bah oui, le déficit de poids, mais pas, ça sera pas aussi important que ce que ça laisse présager. Ouais, notamment parce que la vitesse est son avantage et je pense que pour avoir entendu des gens tourner avec Saladin, il a plus que deux poumons. C'est impossible. Il peut vraiment tourner très longtemps et je Hmm. crois que sa vitesse se maintient sur la durée d'un combat en 5 Ouais, rounds. et puis même accéléré, Marianne, de hein. son côté, on sent quand même que c'est pas qu'il fatigue de manière extrême du tout, mais on sent quand même que ses compétences diminuent au fil du combat, même s'il est dans une structure contrôlée pour lui. Donc ici, on arrive à un point très important, le plus important évidemment du podcast qui s'appelle le game plan, parce qu'on va parler des game plans et comment est-ce qu'on peut influencer les pronostats le maximum à son avantage en mettant en place une stratégie. J'ai commencé par toi, Aldric. Euh, quel, euh, de part et d'autre, quelles seraient les grandes lignes stratégiques que tu mettrais en place pour ces deux athlètes? Oula, j'ai 1, 2, 3. On a commencé le podcast à 7h45 du matin, comme ça tout le monde sait. Il faut qu'on se mette dans le bain de notre journée. Vas-y, Aldric, je te laisse, je te laisse démarrer. Là où vous rejoins totalement, c'est que je pense que Marianne ne va pas changer son game plan. J'ai vu, il change jamais. Donc, Mm. je pense qu'il a préparé. Et j'avoue que je suis un peu allé fouiner sur les réseaux sociaux pour voir avec qui il se parait, l'équipe. Il y avait pas mal de monde pendant son camp. Donc, je suis intimement persuadé que le fait qu'il ait décalé ce combat, c'est volontaire, c'est pour préparer avec des gauchers.
Ça, j'en suis sûr et certain. Et on verra quelqu'un qui est préparé en tout cas à boxer un gaucher. Ça, c'est une certitude de ma part, puisque je suis un peu allé fouiner sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gauchers sur son camp. Euh, donc, ça, c'est sûr. Côté Saladin, je pense qu'on va garder le game plan qui est de lutter, parce qu'il le fait bien. Et comme disait Brian, s'il lutte pas directement, il prend le dos, il scramble, il met des coups de genoux, il fatigue. Donc ça, c'est très bon. Je pense qu'il va y avoir le rôle d'Arnaud Templier qui va être hyper intéressant. On a dû préparer quelque chose avec les kicks parce que il y a quelque chose à faire. Je pense notamment sur une garde ouverte, il y a pas mal de trucs à faire sur des kicks intérieurs après pour enlever. Si tu arrives à lui enlever de la mobilité pour qu'il désengage moins, il devient une cible beaucoup plus facile à prendre, notre ami polonais. Donc, ouais, hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'il va y avoir du travail de calf et de kick intérieur préparé par Arnaud, qui est un excellent technicien là-dessus. Et j'ai hâte de voir comment ils vont mettre ça en pratique. Mais le duel du jab, oui, en début de combat, mais très rapidement, je pense que du côté de Saladin, on va voir du kick en zone basse de façon à amoindrir les appuis et à pouvoir mieux capitaliser sur ses rushs vers l'avant. Mhm. On dit souvent hein, qu'un bon jabber, il faut lui annihiler sa jambe avant, parce que forcément, pour envoyer ton jab, tu dois d'abord placer ta jambe avant à l'endroit opportun pour être en zone d'attaque en anglaise. Et même s'il y a une différence de taille avec ton adversaire, quand ton adversaire t'envoie un jab, a priori, ou je devrais même pas dire a priori, sa jambe est disponible pour les Ça, kicks, parce que son poids il se transfère beaucoup transfère. d'appui vers Voilà, l'avant quand même. Il met beaucoup le poids vers l'avant, Marianne. Donc, je suis persuadé qu'il y a un truc à faire là-dessus. totalement. Et je pense que en parlant de kick, hein, évidemment, en garde ouverte, il y a toujours un léger avantage pour le gaucher, puisque le foie se trouve accessible pour la jambe arrière. On a vu un Saladin qui travaille très bien sa jambe arrière sur les trois niveaux. Donc forcément, sur les combats de garde ouverte, les kicks, c'est intéressant de les travailler sur les trois niveaux. Et quand j'entends Brian dire que Marianne s'est déjà fait mettre KO au corps, ça peut être intéressant de lui attaquer le corps. D'ailleurs, souvent, les grands, euh, si leur tête n'est pas accessible, visent le corps. C'est généralement moins mobile, surtout face à quelqu'un qui défend bras tendu, tu as toujours une ouverture du côté où le bras est tendu. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, hein, même en garde fermée, quand tu es face à quelqu'un qui, quand tu jabs, il chasse avec son bras arrière, on dit toujours, bah, contourne le bras arrière avec un 1-3 par exemple pour aller chercher la tête. Mais en fait, quand tu tends ton bras, ton coude, il se lève et ça laisse aussi une ouverture au corps. Donc je trouve ça très intéressant d'aller travailler sur les deux niveaux les plus bas et pas spécialement chasser la tête. Euh, Brian, est-ce que de ton côté, tu as un point stratégique intéressant de part et d'autre? Oui, alors, concernant Marianne, donc, moi j'ai regardé un petit peu, je pense, hein, vu la complexité du profil de Saladin Parnasse, je pense qu'il a deux choses sur lesquelles il doit travailler, et ça va peut-être un peu étonner, mais je pense que Marianne doit imposer directement de la pression. Même, même si Saladin est très très bon pour boxer, qu'il n'a pas de problème à boxer en reculant ou dos à la cage, je pense que c'est là où il est le moins bon entre les deux. Donc, je pense pas que Marianne le fera, hein, mais en tout cas, moi, si j'étais dans son coin et que j'avais eu le temps de le préparer, je lui aurais demandé, il va falloir que il va falloir que tu t'imposes, que tu mettes de la pression et que tu travailles par contre défensivement. Dès qu'il va vouloir rusher, dès qu'il va vouloir remettre de la pression, il va falloir le sanctionner et le punir. Dans ses faiblesses, tu parlais du jab. C'est vrai qu'a priori, j'aurais pu conseiller de travailler, et puis Aldric en parlait, en calf kick sur Saladin. Mais je pense, entre guillemets, entre ce que on peut prévoir et la réalité, je pense qu'il est très très compliqué de pouvoir mettre des low kicks à Saladin Parnasse. Quand ça vient de l'extérieur, donc quand ça va jambe avant en garde ouverte, il les défend très bien avec un retrait de cheville là, tout simple. Et je pense que son angle de tibia fait qu'il est très compliqué de pouvoir mettre des low kicks jambe intérieure. Donc, je ne pense pas que j'aurais conseillé ça, mais enfin voilà, ça aurait pu être une stratégie quand il lance ses jabs. Donc moi j'aurais mis ça, et après pour Marianne, je pense qu'il faut aller vraiment sur
très technique. Pour battre un Saladin, il faudrait qu'il aille sur du très technique, genre, tu as vu à ce moment-là, il a fait ça, tu as vu à ce moment-là, il a fait ça. Donc, on en parlait. Les feintes, je pense qu'il faut lui mettre de Mmh. la pression, le faire réagir énormément, feinter pour commencer à lire. On a vu qu'il se faisait facilement prendre aussi le body lock, Saladin, notamment contre Torres. Donc dans la préparation, par exemple, on peut se dire: «Ah bah Saladin, c'est quasi impossible à le mettre au sol». On est tous d'accord, il a une très, très bonne défense. Mais on peut après regarder quand on est un lutteur, moi c'est ce que je fais, j'ai déjà combattu des gars où c'était des lutteurs, très, très difficiles à mettre au sol. On regarde comment ils défendent et en fait, il y a pas de il y a dans le chaining, on va faire une entrée, il va y avoir un système défensif. Si vous savez battre ce système défensif, eh bien après il y a une inconnue. Soit il a un deuxième système défensif, soit vous le mettez au sol. Là sur son body lock, moi je vois Saladin qui s'est fait prendre plusieurs fois par Torres, mais Torres ensuite donc Saladin met sa deuxième défense qui est de pouvoir sortir ses hanches, mettre de la distance et Torres ne va pas aller chercher le hit gap, va pas mettre sa deuxième offensive, va pas enchaîner en lutte. Donc ça, par exemple, c'est des solutions qui pourraient être utilisées par Marianne. Marianne. Par Marianne. Donc, je vais pas faire tout le profil, mais je pense en tout cas qu'il y a, comme je disais, la pression, les feintes, et après du très très spécifique sur la technique. Quelles sont ses réactions? Qu'est-ce qu'on peut exploiter, notamment à la lutte? Quelles sont ses habitudes? Et bon, là, il faudrait faire. Vous voyez, ça se fait pas, ça se fait avec le. C'est un gros gros travail. Mmh. Voilà. Et comme disait Aldric, je ne pense pas que Marianne ira jusque-là, mais en tout cas, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être une Pour piste. Sala- Et enfin, juste pour Saladin, je sais pas pour la lutte. Je pense que moi personnellement, je le vois l'emporter grâce à la garde ouverte, au kick. Je le ferai pas mal travailler avec tout ce qui est hand trap, donc le contrôle bras avant, pour faire déclencher le bras arrière. Donc le bras arrière de Marianne est puissant, clair, mais il est pas très rapide. Forcément, il y a toujours un juste milieu entre la vitesse et la force. On met le curseur. Plus je vais vite, moins j'ai de, entre guillemets, force. Plus je vais utiliser de la force, moins j'en ai. La puissance, c'est un peu entre les deux. Donc je pense que ça peut être exploité. Garde ouverte, les kicks de ce côté-là, mais je me demande si ça pourrait pas être intéressant. Il a des très très bons high kicks, jambes avant, Saladin. Saladin. Et Mmh. en garde ouverte, donc si Marianne envoie à sa droite, il passe sa tête de l'autre côté. Mmh. Et donc ça peut être des choses à exploiter aussi, à voir. Mais je le vois plutôt garder le combat debout. Euh, Ouais. S'il y a une opportunité de prendre le dos, y aller, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Euh, Pas travailler, notamment à cause de la différence de poids. Je verrais pas, je dirais pas d'aller au sol tant que c'est pas dans l'opportunité. Voilà. Je rejoins ce que tu dis. Moi, le premier truc que j'avais noté pour Marianne, évidemment, c'était le jeu de feinte et les frappes au corps. Je pense que face à quelqu'un qui fait beaucoup de recul de buste, bah, les frappes au corps peuvent faire très très mal, hein. Le Mhm. direct en ligne face à quelqu'un qui à ce moment-là recule son buste, ça peut être très très puissant. Et pour rejoindre ce que Aldric avait dit plus tôt dans le podcast, et j'ai pas retenu le terme que tu avais utilisé, mais quand tu tends ton bras avant en essayant de toucher l'épaule de ton adversaire pour un peu Stop jauger and la go. distance, Stop and stop go. and go, et puis que tu pars sur ton direct, ça peut très bien fonctionner. Et depuis que tu l'as dit, j'étais en train de réfléchir à qui a mis un KO comme ça à l'UFC qui est absolument magnifique, mais je retombe pas dessus. Euh, McGregor, on a déjà mis dans sa carrière un peu avec ce Tu sais, système-là, mais. il y a beaucoup de mecs de l'anglaise qui transfèrent ça, et sur le MMA où le mec Mm, veut vraiment Mhm. forcer. Parce qu'en anglaise, c'est vrai que les mecs rentrent dans la poche de façon très habile, et Brian en parlait tout à l'heure, c'est rare de rentrer dans la poche un peu. Ils rentrent sur des feintes, ils rentrent sur des coups qui touchent, mais en MMA, des fois, ça rush, ça force un petit peu trop. Et je pense que c'est une technique qui est vraiment intéressante sur le MMA. Parce que des fois, les mecs rentrent un peu en force, tu vois, et pour essayer de venir au clinch ou pour essayer de venir chercher un coude. Et le stop and go, c'est mm. intéressant. Surtout quand tu as des Ouais. membres longs et que le bras arrière fait mal. Je pense que ça peut être une clé, moi, du combat. Mhm. Ouais, et quand tu es un grand combattant, enfin un grand en taille, je pense que c'est très très intéressant comme, comme stratégie à utiliser.
Mais il y a Euh, Ankalaev qu'il avait passé contre Kutelaba, c'est pas ça? Il recule, il s'arrête, il frappe, non? ouais, Après, je pense pas que le bras était tendu, mais c'est un peu le même non, principe. c'est ça, Là, sur c'est le... un peu la stratégie Tezumov, hein. Merbek Tezumov était extraordinaire pour faire venir ses adversaires à lui, et puis quand il s'arrête, il envoie sa frappe, mais Mhm, c'était pas avec ce bras tendu. J'ai vraiment un exemple où t'as un mec qui a le bras tendu, qui vient mettre son direct pour remplacer son bras avant, et l'autre il tombe un peu tout droit, mais loin derrière. Mais je sais plus du tout. J'ai essayé de le mhm. retrouver pour taper ça sur Twitter après avoir posté cette vidéo. Sinon, pour revenir sur Mm. Saladin, bah, maintenant j'ai perdu le fil. C'est le seul truc T'étais que avec j'avais noté. Marianne? T'avais fini? Ouais, ouais, Marianne, Ah j'avais ouais, fini. Du Saladin. côté, oui, c'est ça. Donc, je te rejoins à 200% sur Saladin. Pour moi, quand généralement tu gagnes tes combats grâce à ton pied-point, tu dois rentrer dans un combat face à quelqu'un de plus lourd que toi en essayant de gagner d'abord en pied-point. Et si tu vois que le premier round et le début du deuxième round est compliqué, que tu vas courir après le résultat, là tu intègres la lutte parce que si c'est en game plan A, tu risques de fort te fatiguer. Et étant donné que la vitesse, son avantage de vitesse sera un gros atout pour lui, si tu commences à lutter dès le début, tu risques de fatiguer, de Mm. perdre en vitesse et puis avoir un peu plus de mal sur la fin de combat. Et je pense que comme tu le dis, le hand fighting peut être très intéressant parce que le hand fighting, ça permet d'avoir un genre de contrôle défensif du jab de ton adversaire. Ça permet aussi de forcer ton adversaire à agir avec son bras arrière. Et Mm. comme on l'a vu, Marianne est fort pour savoir quand envoyer son bras arrière, mais quand il l'envoie, techniquement, il y a beaucoup d'ouvertures en contre qui sont présentes. Et donc je pense que ce jeu de hand fighting, attendre que le bras arrière vienne pour avoir une réaction en contre, ça peut être ultra bénéfique pour Saladin, d'autant plus que là, le côté différence d'allonge ne sera plus vraiment visible parce que Marianne va devoir peut-être surengager et donc ses cibles, notamment sa tête, va avancer avec son coup et c'est Mm. là où il y aurait des bonnes ouvertures pour Saladin en contre. Et alors pour Et, moi, oui, que ce soit j'ai terminé avec ça, non. d'un côté comme de l'autre, étant donné que les deux, surtout Marianne, désengage beaucoup, mais Saladin, ça lui arrive quand même pas mal de désengager, il a plus de variété dans ses réactions défensives. La pression, celui qui arrive à mettre la pression, je pense qu'il prendra un avantage assez certain sur la dynamique générale Ah oui. du combat. Mm. Donc ça, c'est vraiment le mot que j'avais noté en premier chez les deux. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur la longe, où tu disais que ça allait se voir un peu moins avec le hand trap. Je pense quand même que euh, parce que Aldric nous donnait les différences d'allonge, hein. Il parlait de l'allonge de C'était Marianne. hors antenne, donc Ouais, c'était hors rappelle-le antenne. ici. Ouais. Il me disait l'allonge où on pouvait estimer qu'il y avait on va dire entre 6 et 10 centimètres d'allonge entre les deux, hein. Je crois que non, C'est ça. 1,86. Et au plus long que Marianne a été mesuré, c'était 1,96, mais il a été mesuré un peu plus bas aussi. Mais je pense que la question de la longe, donc on a un Marianne qui a son, je vais essayer d'expliquer en image, mais son poids qui est centré entre ses deux jambes ici. Ok? Mm, Et donc son bras, voilà, ça fait cette taille-là. Ok? Donc il a un poids beaucoup plus centré, alors que euh, Saladin, lui, va avoir un poids légèrement plus sur la jambe avant, ce qui lui permet d'augmenter encore plus son allonge. Et le hand trap lui permet de pouvoir faire ça. C'est entre mm, guillemets c'est pas une technique dangereuse quand elle est maîtrisée. Lui, il la maîtrise très bien, hein, donc pour moi, elle n'est pas dangereuse. Et donc, je pense qu'on pourrait être étonné de voir, enfin non, on sera pas étonné parce qu'on en a parlé, mais un Saladin qui réussisse à exploiter de la longe entre guillemets alors qu'il est en déficit et mm, notamment en fonction du positionnement de son corps. Donc celui qui faisait très bien, hein, c'est très bien ça, c'est tout simplement McGregor, hein, qui envoyait son cross en mettant son poids sur la jambe avant. Et le hand trap, il a aussi cet avantage de pouvoir donc et gêner le jab, mais surtout gêner le check hook ou le prévoir le mm, check hook. Et donc on pourrait dans le striking avoir un Saladin qui utilise ce hand trap pour pouvoir envoyer son 2, remiser avec son 3 puis le 2, remiser avec son 3, son crochet avant puis le 2, son uppercut avant puis le cross, ce genre de choses. mm. Donc je te rejoins entièrement sur la question de la longe qui pourrait être
pas effacé, mais comblé grâce à du positionnement et grâce à ce hand trap aussi. C'est intéressant parce que là, je vais du coup dire deux choses. Donc, au moment où tu parlais de ce positionnement du poids qui est un peu plus sur la jambe avant, donc Mmh. on parle de 5-10%, hein, ça se joue de très peu. Donc, c'est ta tête est 4-5 cm plus en avant que si tu étais en 50-50, on Mmh. va dire. Au moment où tu l'as dit, j'avais directement deux exemples qui me venaient en tête, McGregor et Mayweather, si je dis pas de bêtises pour l'anglaise. Et alors, offensivement, tu as déjà élaboré tout ce que ça permettait de faire. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que défensivement, en fait, tu fais croire à l'adversaire que ta tête Tout à fait. est à une certaine distance et ton retrait du buste, tu dois moins partir en arrière que si tu étais en 50-50 parce que tu as déjà 5 cm Mmh. juste à revenir en 50-50. Mmh. Et donc, si tu recules encore de 5 cm, en fait, tu n'as pas trop de poids sur la jambe arrière, ce qui te permet de plus rapidement rapatrier ton contre vers l'avant. Alors que si tu pars du 50-50 et que tu dois reculer de 10 cm pour ton esquive, Mmh. vous pouvez faire le test à la maison, hein, vous mettez en garde, reculez votre poids de 10 cm et revenez vers l'avant. Ça met plus de temps que de reculer de 5 cm et puis de revenir vers l'avant. C'est Ouais, c'est ce qu'on évidemment une question de poids, d'énergie que ça demande. Donc, tu es aussi dans l'économie d'énergie quand tu fais ça. C'est très, très intéressant c'est c'est comme petit détail. c'est ce qu'on appelle le deceptive counter. Donc, il s'exploite. Mm. Mayweather l'utilisait très bien. Il s'exploite soit vers l'avant. Donc, Mayweather l'utilisait avec sa garde, donc avec le pull counter. Donc, il mettait sa Mm. garde bien en avant. Quand l'autre envoyait le jab, il reculait puis il remisait avec son 2. Et on peut le faire aussi avec le Philly shell, poids sur la jambe arrière. Et quand la frappe arrive, hop, on esquive. Et la vraie distance, une fois qu'on revient au centre, on est beaucoup plus proche que ce que l'adversaire pensait. Donc, c'est-à-dire que tu rapproches tes pieds de la cible, ton corps reste en arrière. Et en fait, une fois qu'il a raté, ton corps est beaucoup plus proche que ce qui était prévu. Et inversement, si ton corps est vers l'avant, entre guillemets, tu as un retrait de buste et là, tu es à 50-50 et tu peux revenir avec. Ouais, ouais. Et ça, il l'exploite très bien, hein. Donc ça, encore une fois, parce que on parlait du podcast avec Aldric sur RMC, il parlait du... Ah, ouais, t'es flou. Il, Ouais, il je suis par- méga flou. il parlait du niveau en boxe anglaise de Saladin. Et c'est pas des blagues, hein, il a vraiment un très très bon niveau. Par contre, clairement, si un jour il passe en boxe anglaise, j'aimerais le voir faire quasi que de la boxe anglaise, parce qu'il pourrait vraiment aller très très loin. Il a tous les outils, quoi. Mm, mm. Ouais. Bon, bah, je vais terminer le podcast en étant flou. Aldric, donc double question. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à... J'ai l'impression d'être un personnage à débloquer. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Parce que là, j'ai vraiment apprécié ce podcast parce qu'on est tous respectueux dans l'écoute et on attend notre temps de parole. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ces derniers points? En plus, je perds ma voix, en plus d'être flou. Et on va finir aussi sur les pronos officiels. Donc, tu pourras ouvrir les pronos officiels de ce podcast. Non, d'un point de vue technico-tactique, plus rien à rajouter. Je voudrais juste recontextualiser le guépier phénoménal dans lequel Saladin va mettre les pieds, parce qu'on n'en a pas parlé. Je pense que c'est la plus grande affluence en termes de MMA qui ait jamais eu lieu, parce qu'on parle de plus de 50 000 places vendues, si je ne dis pas de bêtises. Mm. Euh, je pense qu'à part l'anglaise et les stades remplis par Tyson Fury, il n'y a même rien, tout sport de combat confondu, où il y a eu une telle affluence. Donc là, il va dans un guépier phénoménal où il va y avoir 50 ou peut-être même 60 000 Polonais qui vont motiver son adversaire. Euh, Attention effectivement au chiffrage des rounds aussi, parce que Mhm. on l'a vu, hein, des fois quand c'est le champion, et je parle pas de, parce que regarde, on parlait de Gamrot aussi, quand c'est le champion, il y a peut-être un manque d'objectivité également. Donc attention à ces paramètres, même si Saladin est déjà très connu et respecté en terre polonaise, mais c'est un guépier exceptionnel. Donc tu vas chercher le 51e Fight Matrix chez lui dans une affluence de plus de 50 000 personnes. Euh, Ça peut avoir un rôle à jouer également, ce troisième homme un peu qui va être le public. Et puis donc pour le prono, moi je reste à ce que j'ai dit, donc j'ai chiffré à 55-45, donc je pense que Saladin va s'imposer à la décision. Je le vois pas finir, Marius, franchement, je le vois pas.
Même Marianne? si effectivement, Marianne, pardon, même si effectivement il peut y avoir un rôle sur les frappes au corps, même si effectivement il peut y avoir un game plan parfaitement exécuté et mis en place par son coach de striking, Arnaud Templier, je le vois pas finir. Par rapport au poids également, tu vois, parce que quand il y a une différence de Hmm. poids, c'est plus difficile d'avoir des impacts euh, qui sont significatifs et pour déstabiliser. Donc voilà, moi je vois une victoire à la décision avec 3 points d'avance, de trois rounds sur 2 remportés. Je pense que Hmm. voilà, entre 2 et 3 points, voilà mon pronostic. Ouais. Alors, juste, donc c'est la deuxième fois que le KSW fait le Colosseum. La première fois, ils avaient 57 000, presque 58 000 personnes dans le public. Et effectivement, je pense avoir vu, en tout cas, ils ont dépassé largement les 40 000 parce que j'avais vu le visuel qu'ils avaient dit plus de 40 000 places vendues il y a déjà une dizaine de jours. Et je ne serais pas surpris qu'ils aient dépassé les 50 000. Et comme on le sait, euh, la Pologne, c'est peut-être pas comme la France et la Belgique, mais pour avoir organisé plusieurs événements, le moment où tu vends le plus de places, c'est le dernier jour et la dernière semaine aussi, donc ça ne devrait faire que augmenter. Avant de donner mon prono, je vais demander à Brian le sien. Moi, je reste bien évidemment hein, sur mon pronostic. Donc, toujours pareil, hein, quand on donne le pronostic, quand on est à 55-45, c'est comme une pièce qu'on lance, pas une chance sur deux, mais c'est pas genre on est. Donc moi, je reste quand même avantage clairement Saladin. Euh, Je le vois s'imposer quand même par finish, hein. Je le vois s'imposer par KO corps. Je le vois soit sur un middle. Je pense que l'utilisation de son cross va faire un peu monter la garde. Euh, je pense qu'il va trouver une solution. Hmm. Donc, soit ce sera au corps, soit ça va être. Je pense qu'il va réussir à trouver une solution. Peut-être dans les fins de round, quatrième, cinquième. Je vois un combat par contre qui va peut-être pas être très fun pour le commun des mortels. Au début, on a quand même deux gars qui défensivement vont être très très respectueux, ça risque d'être un petit peu long quoi. Au début, à Oui. démarrer, va falloir kiffer le combat, chercher à scorer et donner son score comme ça, et apprécier aussi le stress sur les moindres coups. Mais je pense que les deux, trois premiers rounds, ça va être une question de points. Par contre, je vois clairement, je vois clairement Saladin s'imposer dans le quatrième ou cinquième en trouvant une ouverture au corps ou en exploitant une mise au sol, un étranglement. Je ne Hmm. le vois pas s'imposer dans le premier et deuxième. Difficilement, alors bon, ce serait incroyable, hein. Mais en tout cas, stratégiquement, je ne pense pas qu'il prévoit ça. Donc s'il s'impose Hmm. que ce soit l'un ou l'autre, hein, ça va être sur un coup un peu qui passe quoi. Il n'y a pas de secret, on est dans du MMA. Donc, mais en tout cas, la probabilité que ça dépasse le troisième me semble assez importante, quoi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Et tu dis quelque chose de très intéressant parce qu'il y a probablement des gens qui vont regarder le combat avec certaines attentes et je pense que c'est important de conditionner tout le monde. Si vous voulez apprécier ce combat, ne vous attendez pas à une guerre. Alors, tout est possible en MMA, hein, Oui, tout à mais fait. ici, je dirais que la probabilité qu'on parte sur une guerre, un fight of the night, elle est en dessous de 10%. Je pense qu'on va être sur un combat très mesuré, très calculé de part et d'autre, et qu'il faudra plutôt apprécier le jeu de feinte, le jeu de Ouais. déplacement, la recherche d'ouverture, Mm. l'aspect défensif de ce combat. Et donc moi je vais finir sur mon pronostic et je vous rejoins tous les deux. Je vois un Saladin s'imposer. Moi je suis plus aussi sur le côté décision. Je pense encore une fois que si on fait l'hypothèse où les deux combattent 100 fois, c'est un peu ça qu'on dit, hein. Si les deux combattent 100 fois l'un contre l'autre, selon moi, on va avoir un Saladin qui aura la main levée 55 fois. Et sur les 55 fois, je vois peut-être un finish 10 ou 15 fois. Je vois plutôt une décision qui se reproduit en plus grand nombre. Et donc, je dois aller vers le scénario que je vois le plus probable. Et c'est une décision de Saladin. Aldric, je t'ai vu regarder plusieurs fois sur la droite. Est-ce que tu dois y aller ou je pose une dernière question bonus? Non, mais je vais répondre à ta question. Mais oui, il y a le training comme tu l'as dit, on a démarré très tôt et il y a le training du matin de Ok. Mademoiselle Manon Furo, de Monsieur Virgil Hogan et consorts. Donc, mais je vais quand même répondre à ta question bonus avec plaisir.
Ok, bah alors on va la faire très rapidement. C'est juste parce que hors antenne, avant que tu n'arrives, Brian me parlait du podcast qu'il a écouté au même titre que toi et que moi je n'ai pas écouté de Stéphane Hatch, qui est passé sur RMC. Et j'ai fort apprécié parce que on n'en a pas parlé, on en parle trop rarement. Hatch est un grand personnage du MMA français et hors antenne, vous lui avez tous les deux donné du respect. Vous avez tous les deux notifié que vous aimiez l'écouter parler, même s'il n'est pas ultra exposé médiatiquement. Donc, je vous laisse le mot de la fin, chacun à votre tour sur votre ressenti sur ce podcast, peut-être en 30 secondes. Hein. Vraiment, c'est juste pour donner un peu de crédit aussi à la personne de l'ombre qui est derrière Saladin Parnasse. Donc, on va commencer par toi, Aldric, et puis Brian, tu pourras clôturer le podcast. Ouais, c'est bien ce que tu fais d'en parler parce que Hatch, c'est un monsieur des premiers jours. Je crois que le premier truc qu'il a sorti, c'était Gladiator quelque chose. Ça doit dater de 2005, si je dis pas de sottises. Donc c'est quand même vraiment un des pionniers en termes d'organisation. C'est un gars qui a monté son équipe, est beaucoup passé par la formation. C'est-à-dire qu'il a pris des mecs qui savaient quasiment rien du tout de ce sport et qui n'avaient aucun background et qui l'a formé. Donc voilà, il mérite. Puis il est très sympa, qui plus est. Donc il mérite le respect, il mérite d'être mis en avant. Et puis le travail journalistique de Macardy et Herbinet était très bien fait. Et je pense que c'est un podcast qui était très intéressant à écouter. Et voilà, je suis content qu'il ait le respect qu'il mérite parce que c'est un bon gars, Stéphane Chevrolet. Avant de te donner la parole, Brian, est-ce que c'est aussi un bon moment pour donner du respect au nom de Alexandre Herbinet? Je pense que en MMA, on a très peu de vrais journalistes. Tu vois, des Mm. personnes sur lesquelles on peut mettre le titre journaliste. Et je pense que tu as vraiment Herbinet et puis tu as un gouffre avant de pouvoir citer d'autres noms en termes de Mm. journalistes MMA. Donc, on peut peut-être en profiter pour un petit clin d'œil à Herbinet aussi. On en parle très peu, hein, finalement. Mais son émission est vraiment bien foutue et son travail avec une très chouette plume aussi quand il rédige, c'est agréable à voir. C'est chouette d'avoir ce genre de personnes dans le monde du MMA. Et on finit par Brian sur ton avis sur ce petit podcast avant de clôturer notre podcast. Ouais, bah écoute, un gros big up à l'équipe d'RMC. Moi, je trouve qu'ils font un taf incroyable, et notamment, bah, comme tu dis, Alexandre et Jonathan. Et j'invite tout le monde à aller voir ce petit podcast là sur Hatch, que moi personnellement, enfin, je connais de ce qu'il fait depuis des années. À chaque fois que je l'entends, que je l'écoute sur des petites interviews, je suis toujours, enfin, j'apprécie énormément le personnage, sa manière de parler, la manière de voir les choses, sa simplicité, etc. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle il réussit et pour laquelle il est toujours ici, hein. Et même dans sa vision, dans plein d'éléments, c'est très très intéressant, et clairement, je pense il mériterait une meilleure, encore plus de visibilité. Après, enfin, de la visibilité, ça veut pas dire de le voir partout, mais que les gens sachent qui il est réellement, et à quel point bah, c'est un grand homme, tout simplement. Voilà, Ouais, voilà. et puis tu as ça dans les deux sens aussi, parce que en un sens, il mérite peut-être un peu plus cette exposition, mais de l'autre côté, à l'ère aujourd'hui digitale où l'information est Mm, facilement accessible, au même titre que mes podcasts avec toi, Brian, et avec Aldric, vous avez tous les deux une extraordinaire expérience dans le monde du MMA, donc où vous entendre parler, ça donne de l'information, ça donne de mm, la valeur sur la toile. Bah, quelqu'un comme Hatch, évidemment, il aurait beaucoup à donner aussi au public pour augmenter un peu les connaissances des fans de MMA. Bah écoutez, on est juste en dessous d'une heure. Je trouve que c'est absolument parfait pour ce type de podcast. Brian, Aldric, un tout grand merci pour votre temps, pour votre préparation. Vous êtes tous les deux venus ultra préparés pour ce podcast. C'est toujours apprécié. Tous ceux qui sont encore là à l'écoute, un tout grand merci à vous. Euh, J'oublie toujours de le dire plus tôt dans le podcast, mais les commentaires, les partages, les likes, vous abonner à la chaîne. On lit tout, hein, vraiment on lit tout. On n'a pas spécialement le temps de répondre à tout, mais c'est chaque fois intéressant de lire vos retours. Et donnez-nous de la force aussi sur nos réseaux, que ce soit Fight Minds, que ce soit Aldric, que ce soit Brian, et puis que ce soit moi-même aussi. On attend vos petits follow sur tous nos réseaux. Merci à tous. Bonne journée, bonne soirée, selon à quel moment vous écoutez le podcast. Aldric, bon entraînement. Brian, belle journée à toi. Ciao, ciao. Merci ciao. beaucoup, bonne journée.